je pense que nous allons commencer cette session inaugurale. Alors, les inaugurations, enfin, je dis ça probablement chaque fois, car c'est toujours étonnant l'ouverture du congrès alors que ça a commencé depuis ce matin. Mais en fait, c'est une sorte de tradition de faire cette ouverture et c'est bien, ça permet de faire un peu le point ensemble. Et donc, en tant que président du comité de pilotage de ces journées de neurosciences, psychiatrie et neurologie, je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cette 3e édition. Alors bon, quand on essaie de monter un projet avec tout un groupe, c'est toujours un plaisir de voir que ça s'installe année après année, les gens viennent, reviennent, et donc ça, c'est bien que comme ça, à l'orée de l'été, on puisse profiter alors d'un temps maussade, ce qui est bien, comme ça vous évite d'aller bagnoder à l'extérieur. Et c'est vrai que nous avons voulu monter ces journées dans l'idée d'approche pluridisciplinaire avec des cliniciens, des chercheurs pour favoriser les échanges. Neurologie, psychiatrie, on a eu une magnifique conférence d'épistémologie tout à l'heure sur justement la tension qui peut exister entre neurologues et psychiatres, ou plutôt entre neurologie et psychiatrie, plutôt qu'entre les individus. Et donc en fait c'est intéressant parce que ça pose des questions et ça peut faire évoluer nos pratiques. Le comité de pilotage et le comité scientifique ont permis de vraiment monter un programme que je trouve très riche. On a pu faire des brainstorming et on a laissé pas mal de sujets de côté, mais ça nous laisse des éléments pour plus tard. Et c'est vrai que je trouve, et c'est mon point de vue, que le résultat est franchement là. Et donc ça, c'est un élément important. Alors bon, le programme, c'est bien, mais les journées comme ça, c'est les échanges, la manière dont on peut mettre en évidence des nouveautés. Vous avez eu, pour ceux qui ont assisté, la présentation d'innovation d'origine neurologique adaptée à la psychiatrie, comme The Move, la session de podcast et vraiment des éléments importants. Et donc, je vais céder la parole au président du congrès, le docteur Delabrousse-Mayou, qui est un membre du conseil d'administration des JNLF, qui sont nos partenaires et qui nous permettent justement de faire ce lien. Mais auparavant, je voudrais en quelques minutes rendre hommage, mais vraiment simplement pour avoir une pensée un hommage à 3 personnes qui ont disparu au cours de l'année qui s'est écoulée. Tout d'abord, la mémoire du professeur Julien Daniel Guelfi et du professeur Jean-Pierre Ollier. Tous les deux, pour des raisons différentes, ont eu une importance dans mon parcours professionnel et ils ont eu aussi un rôle important dans le développement d'une psychiatrie qui a des liens avec la neurologie, avec la neuroscience. Et c'est vraiment je peux les considérer, même si j'ai jamais été leur interne, comme des maîtres que j'ai eus dans mon parcours professionnel. Et c'est un hommage qui me paraît important. Alors, il y a eu d'autres hommages qui leur ont été rendus, et c'est important pour leur juste place dans notre discipline. Mais en tout cas, à titre personnel, ça me paraissait, je souhaitais pouvoir leur rendre un hommage. Et puis, je voulais aussi rendre un hommage à quelqu'un qui a disparu récemment, monsieur Pernay-Saulier, qui était le directeur de l'association hospitalière Sainte-Marie. C'est un endroit où j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que chef de service, il y a maintenant pas loin de 30 ans. Et en fait, où j'ai travaillé pendant un certain temps, j'ai gardé des liens. Il est disparu récemment. Il était relativement jeune et en fait, ça reste une perte car il a toujours montré beaucoup de curiosité alors qu'il n'était pas du tout du milieu de la psychiatrie, une curiosité par rapport à la psychiatrie, à sa volonté de la développer, un soutien aussi au JNPN et aux différents projets. Et je pense que je vais avoir une pensée pour lui à ce moment-là car c'est vraiment quelqu'un qui manquera dans mon environnement professionnel et qui va manquera aux gens avec qui il a pu travailler. Donc voilà, après ce moment que je tenais à faire mais qui est un peu triste, je vais passer la parole au docteur Delabrousse-Mayou qui doit venir au pupitre parce qu'on a des consignes extrêmement strictes pour être filmé pour qu'on puisse avoir les éléments plus tard. Et je lui cède la parole et je suis ravi de l'accueillir. Merci. Merci infiniment, Pierre-Michel. Alors, il y a quelques mois, effectivement, j'avais reçu un coup de téléphone de Mathieu Zuber, qui est le président actuel et en exercice des JNLF et qui m'avait demandé de représenter les JNLF à votre congrès. Je ne m'attendais pas, je vous l'avoue, à endosser la tenue de président de ce congrès et j'en suis fort honoré et au nom quand même du conseil d'administration des JNLF, je tiens à remercier encore Pierre-Michel Lorca, l'ensemble du comité de pilotage, l'ensemble du comité scientifique de cet honneur. Alors, cette année pré-olympique, je m'étais dit, tiens, je vais me mettre dans la peau de notre président et puis je vais être très bref.
Et j'aurais pu simplement dire, je déclare ouverte cette nouvelle édition des JNPN, mais malheureusement, en regardant le programme, il y avait un peu plus de temps qui m'était imparti. Alors, comme vous l'a dit Pierre-Michel, je représente les JNLF. Alors, JNF, ce sont les journées de neurologie de l'enseignement de langue française. Elles se tiendront l'année prochaine, ici même, au Palais des Congrès, en avril 2024. C'est un rendez-vous incontournable de la neurologie qui se déroule sur 4 jours, avec plus de 60 sessions de sociétés savantes, des journées d'enseignement de neurologie, sous l'égide du Collège des enseignants de neurologie, plus de 30 ateliers pratiques, des sessions d'actualité thérapeutique, une journée pour les paramédicaux et depuis quelques années des sessions sur l'éducation thérapeutique. Mais sans oublier des moments beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus bruyants que sont le tournoi des jeunes talents, mais également le concours de pédagogie et, sauf cette année, une pièce pédagogique que nous retrouverons normalement au programme du millésime 2024. Comme les JNPN, cet événement nous permet de nous retrouver, d'échanger, d'apprendre, de se remettre à niveau dans des domaines qui nous sont moins familiers au quotidien, car la neurologie, au fil des années, s'est scindée en de multiples surspécialités et surtout de contemplatives est devenue, grâce au développement des sciences fondamentales qui ont amélioré considérablement la compréhension physiopathologique des maladies neurologiques, plus performante sur le plan diagnostique et également thérapeutique. Je suis également ému d'être parmi vous aujourd'hui, car cela me rappelle ce que j'ai eu l'opportunité, la chance rétrospectivement de vivre il y a presque maintenant 40 ans. Le temps passe. Alors, jeune neurologue, j'hésitais entre finalement continuer une carrière hospitalière ou m'engager dans une activité libérale. Et j'ai occupé pendant 2 ans un poste d'assistant en tant que neurologue dans un hôpital psychiatrique. Situation très particulière. Hôpital implanté à quelques encablures de Bordeaux, niché dans une ancienne chartreuse, dont le cloître s'est avéré être un lieu propice à la réflexion. Hôpital situé non loin des terres qui virent Michel de Montaigne écrire ses essais, mais également naître Paul Broca à Sainte-Foy-la-Grande, commune limitrophe entre la Dordogne et la Gironde, en 1824, neurologue chirurgien hors du commun et neuropathologiste, qui a donc créé la neuropsychologie en 1861, date fondatrice pour les sciences du cerveau, par la description de ce que vous connaissez tous, la phasie motrice de Broca. Je me souviens, dans cet hôpital, y avoir trouvé, auprès d'un chef de service psychiatre, mais d'une grande culture neurologique, examinant consciencieusement ses patients, afin toujours d'écarter toute pathologie neurologique ayant un mode d'entrée dans la mode d'entrée avec des symptômes psychiatriques. À l'époque, point d'IRM facilement obtenable, ni point d'étude génomique, bien sûr, d'un praticien phénoménologue qui était passionné par l'autisme et les enfants hyperactifs, et d'un assistant à orientation psychanalytique lacadienne, une cohabitation. D'un côté, les prémices d'une démarche neuroscientifique, la science du cerveau, de l'autre, la psychanalyse du sujet et le sujet, la science du sujet. Démarche qui ne pouvait s'ignorer au service des patients autour de la reconnaissance de l'œuvre freudienne, comme l'a évoqué Lionel Nakache dans son ouvrage « Le nouvel inconscient », Freud, Christophe Colomb et neurosciences. Oui, une cohabitation d'idées, de courants, de convictions, ponctuée de joutes verbales d'une richesse sémantique, philosophique, phénoménale, et surtout de respect de la spécificité de chacun, qui déjà prédisait ce que ces journées concrétisent depuis maintenant plusieurs éditions. Le cerveau en partage. Il n'est pas d'affections neurologiques dans lesquelles on ne sera pas confronté à l'émergence de symptômes psychiatriques, de modifications de l'humeur, de troubles comportementaux, voire dont le mode d'entrée se fera par une présentation psychiatrique confirmant l'importance du dialogue entre nos deux spécialités. Très investi depuis fort longtemps dans la prise en charge des pathologies neurodégénératives, j'ai pu mesurer tout au long de ma carrière le poids de la conscience, des émotions, des événements de vie, des acquis éducationnels et culturels, de l'entourage social dans l'expression des pathologies et dans leur prise en charge, en s'appuyant sur les données des neurosciences comportementales qui, au cours de ces dernières années, ont permis de mieux comprendre les mécanismes neuronaux des activités mentales, des prises de décision, des relations entre cerveau et pensée.
Les pathologies frontières dépassent largement la neurodégénérescence. Et tout au long de ce congrès, à la lecture du programme, point de vue du psychiatre et point de vue du neurologue pourront s'exprimer dans bien d'autres domaines cliniques, mais également thérapeutiques. L'apport des neurosciences, qui a connu une expansion sans précédent au cours de ces dernières années, au travers de nouvelles technologies d'imagerie cérébrale, de méthodes de séquençage de l'ADN à haut débit, des avancées dans les modélisations informatiques, nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau, d'explorer les systèmes neuronaux et d'identifier certains mécanismes physiopathologiques à l'origine de troubles neurologiques et psychiatriques. Mais les neurosciences peuvent-elles tout expliquer? N'ayant pas la prétention de pouvoir y répondre, j'ai interrogé ChatGPT. Et voici la réponse que je vous soumets, alors que je vous soumets à votre réflexion et qui fera peut-être probablement débat. Il existe des domaines de l'expérience humaine qui ne peuvent pas être complètement expliqués par les neurosciences seules. Elles ne peuvent pas répondre à des questions métaphysiques sur la nature de la conscience, la signification de la vie ou l'existence de valeurs morales. Permet les guillemets. S'il existe dans certains domaines de la neurologie des avancées diagnostiques et des traitements permettant d'empêcher, voire d'atténuer le développement de certaines pathologies, et je pense notamment à l'amyotrophie spinale infantile, et tout récemment, une étude a montré que des traitements proposés étaient beaucoup plus efficaces en pré-symptomatique qu'en post-symptomatique, et ceci grâce au dépistage génétique. Les pathologies neurologiques et psychiatriques continuent d'affecter des milliers de personnes avec un impact significatif sur la qualité de vie des patients, de leurs proches et un impact sociétal non négligeable. Ces journées sont donc un rendez-vous unique, important comme le prouve votre présence ici en ce moment, privilégié de rencontre entre nos deux spécialités, indissociables et complémentaires, entre cliniciens et chercheurs, pour pouvoir, dans un esprit translationnel, développer ensemble de nouvelles pistes thérapeutiques, des interventions plus précoces et des stratégies de prévention plus efficaces, en s'appuyant sur les nouveaux outils numériques et notamment sur l'IA. Et je vous invite, je pense, comme vous l'avez vu, à participer à une session sur IA et la prévention du suicide. Mais qu'en attendre réellement de cette intelligence artificielle? Comment doit-on se préparer à l'intégrer dans notre pratique quotidienne? Encore de nombreuses questions restent sans réponse. Je tiens donc à remercier encore une fois chaleureusement les organisateurs de ce congrès, de me donner le plaisir de me retrouver parmi vous dans l'esprit de cette cohabitation que j'ai eu la chance de vivre et d'apprécier il y a quelques années. Vous n'êtes pas des ésodes. J'ai appris cet acronyme ce matin, que j'ai découvert au cours d'une très très belle conférence sur les neurosciences. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent congrès et je déclare ouverte cette nouvelle édition des JNPN.